Europe 1. 11h-13h, Elliot Deval et vous. C'est votre rendez-vous du week-end, Elliot Deval et vous. 11h, 13h, en direct sur Europe 1. Chers auditeurs, cette émission est faite pour vous. Prenez la parole. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé pour vous avoir en direct sur Europe 1, édition exclusivement consacrée ce dimanche à cette crise politique. Je le disais, pour m'accompagner, il y a Estelle Lafont, vous avez également Arnaud Benedetti, Sébastien Ligné, Jules Torres, et nous avons notre premier invité. On va avoir de nombreux responsables politiques durant ces 2 heures. Nous avons donc Pierre-Henri Dumont, qui est secrétaire général adjoint. Donc les Républicains. Et la première question qu'on va se poser dans un instant, c'est: est-ce que les Républicains doivent participer au gouvernement? Pourquoi cette crise dans la crise? À droite, qui c'est le patron chez les LR? On en parle dans un instant. Mais avant cela, je me tourne vers les 2 spécialistes les mieux informés de Paris. Jules Torres. Oui, cher ami. Il est 11h05. Oui. On ne connaît toujours pas le gouvernement de Sébastien Lecornu. Mais quelles sont les dernières informations qu'on doit donner aux auditeurs d'Europe 1 à 11h05 ce dimanche? Bon, a priori, on n'aura pas de gouvernement aujourd'hui. Il interviendra plutôt demain. Pourquoi ? Parce que ce sera, a priori là aussi, un gouvernement où il n'y aura pas de gros politiques. Il n'y aura pas de présidentiable. A priori, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, même eux, devraient être écartés du gouvernement. Bruno Retailleau, on a bien compris qu'il n'y participerait pas. Ça suit une logique, la logique de Sébastien Lecornu, qui veut qu'on enlève les ambitions présidentielles et les intérêts partisans de son prochain gouvernement. Et donc, ça prend du temps parce qu'il faut nommer des personnalités qui n'étaient pas forcément connues de la haute autorité de la transparence de la vie publique, vous savez, qui se charge de voir s'il n'y a pas des conflits d'intérêts entre les personnalités et des potentiels et les entreprises, par exemple, dans lesquelles ils auraient pu travailler ou avec lesquelles ils auraient pu travailler. Donc c'est pour cela que ça prend du temps. Peut-être aussi que Sébastien Lecornu, il ne sait pas qui mettre dans son gouvernement. On sait qu'il avait nommé 18 ministres la dernière fois. C'était un gouvernement resserré. Pour une fois, il avait tenu sa promesse. Donc évidemment, c'est son urgence la plus vitale, parce qu'il lui faut un gouvernement, même pour déposer son budget, même s'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'avoir un gouvernement pour déposer son budget en Conseil des ministres. C'est mieux pour l'autorité du budget d'avoir un vrai gouvernement et pas seulement un Conseil des ministres où il y a Emmanuel Macron et Sébastien pour le Lecornu. Budget. Mon Dieu. Alors, en revanche, vous me surprenez, c'est-à-dire que il n'y a rien de mal à avoir des ambitions présidentielles ou en tous les cas des ambitions politiques. Ça me surprend sur Gérald Darmanin, alors que visiblement il est plébiscité. Il pense à changer de ministre de la Justice. Non, mais le problème, c'est que mercredi soir, et même vendredi, quand Sébastien Lecornu accepte par devoir, dit-il, d'être reconduit à Matignon, il vous dit: le gouvernement, il y a une chose, le président m'a laissé carte blanche, c'est pas d'ambition présidentielle, parce que on a bien vu que c'est ce qui avait heurté Sébastien Lecornu quand Bruno Retailleau a décidé de partir de tout cela. Il dit que c'est pour des intérêts partisans. Quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il avait des ambitions présidentielles. Mais il avait une majorité absolue. Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac avaient 360 députés. Et donc, alors, c'est de la responsabilité de Gérald Darmanin qui fait le boulot sur le terrain. C'est pas ce que je dis, mais je dis juste qu'il y a une règle qui a été maintenant édictée par Sébastien Lecornu, c'est de ne pas mettre de poids lourd politique. Pardonnez-moi, mais c'est la faute qu'avait fait Michel Barnier. Ça a duré 3 mois. Mais en tous les cas, Michel Barnier, il avait décidé justement de mettre, si je ne m'abuse, d'installer Gérald Darmanin place Beauvau. Non, c'était Didier Migaud. Michel Barnier, c'était Didier Migaud. Et on a tous oublié déjà. Et à l'époque, donc il faut mettre des ectoplasmes au ministère pour que ça fonctionne. Moi, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à ergoter autour d'un gouvernement qui risque de durer 48 heures quand même. Enfin, je veux dire, là, on est dans une fuite en avant du macronisme, c'est-à-dire qu'on nous ressort les technos, c'est-à-dire qu'on parle de préfets, on parle de magistrats, enfin d'anciens magistrats, on parle d'experts de la santé, comme si finalement il fallait dépolitiser au maximum le gouvernement le plus politique de l'histoire de la Ve République. Honnêtement, il y a quelque chose qui ne rentre pas dans les cases. On a bien compris que Sébastien Lecornu veut démacroniser au plus possible le prochain gouvernement pour tenter d'amadouer les socialistes. Mais in fine, le plus macroniste des macronistes veut démacroniser un gouvernement qui va diriger. Sans LR, donc bon courage pour démacroniser. Et sans l'UDI. Donc autant dire qu'on va rigoler. Mais tout ça est ridicule. Le propre d'un gouvernement et le propre des ministres, c'est de faire de la politique. Pardonnez-moi, Arnaud.
Arnaud Benedetti, évidemment, vous avez des équipes autour de vous, une administration avec des gens qui sont des technocrates. Mais un ministre, il doit avoir le courage de mener une politique, la politique pénale, la politique budgétaire, la politique sécuritaire, la politique migratoire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on est en train d'imaginer? Mais je peux pas y croire, ça. Moi, j'ai du mal à y croire. Si, on voit ce qu'il y a derrière. Je rejoins ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on met des profils techniques pour, en effet, le dépolitiser et le rendre le moins allergisant possible pour les oppositions parlementaires. Mais si vous voulez, il y a une contradiction à dire qu'on est en train de vivre le moment le plus parlementaire de la Ve République et de ne pas mettre de politique dans ce gouvernement. Parce que quand même, qu'on le veuille ou non, le vrai sujet qui va être celui du Premier ministre, et qui est déjà celui du Premier ministre, et qui était déjà celui de ses prédécesseurs, c'est de réussir à dompter une Assemblée nationale qui est totalement indomptable. Et si vous ne mettez pas dans ce gouvernement des gens qui quand même ont une expérience politique, ça va être encore plus difficile. Alors vous allez me dire, jusqu'à présent, on a mis des gens qui avaient une certaine expérience politique pour les 2 gouvernements précédents, que ça n'a pas marché. Alors on peut considérer que peut-être maintenant, si on met des technocrates, ça marchera mieux. La vérité, tout ça nous dit finalement l'incapacité, qui est d'ailleurs pas liée à celle de monsieur Lecornu ou d'un autre, parce que je crois que n'importe quel Premier ministre rencontrerait exactement les mêmes difficultés, quel que soit le nom, l'incapacité que nous avons à dépasser ce mouvement de crise très profond que nous rencontrons, en essayant malgré tout de faire perdurer une expérience qui risque en effet, dans 3, 4 jours, peut-être une semaine, 15 jours, de terminer comme les précédentes. Et juste pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien, ce ne sera pas un gouvernement essentiellement technique. Évidemment qu'il y aura des ministres qui sont encartés. Par exemple, le Premier ministre hier a fait son premier déplacement à l'Haye-les-Roses avec un député des Républicains que je crois il aimerait beaucoup débaucher dans son gouvernement. Donc il y aura des personnes qui appartiennent à Renaissance. Il y aura peut-être, même si il y a eu il y aura peut-être des débauchages des Républicains, mais il y aura pas que des préfets, des on a besoin de comprendre. Déjà ce matin, ce midi, 11h11 très précisément, est-ce que vous pouvez nous confirmer si oui ou non, les Républicains ont une ligne claire? Quand je dis ligne claire, j'ai bien compris, c'est pas de participation, les Républicains, pour le prochain gouvernement. Bien déjà, bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. La ligne des Républicains est extrêmement claire. Elle a été prise d'ailleurs en bureau politique à la suite d'un vote assez massif hier, hier midi lors d'une visio et lors de cette réunion du bureau politique, qui est de ne pas participer au gouvernement à ce stade, parce que ni la confiance ni les conditions ne sont réunies pour que les Républicains y participent. C'est une raison qui est assez simple. Vous savez, nous on a toujours été attachés à avoir une feuille de route pour un gouvernement. Et la feuille de route, vous la connaissez, elle a été déclinée lors du gouvernement Lecornu 1, qui était de donner les moyens au ministre de l'Intérieur, à l'époque Bruno Retailleau, de diminuer l'immigration, d'améliorer la sécurité des Français, faire en sorte que face au mur de la dette, on n'augmente pas les impôts, mais qu'on commence d'abord et avant tout par diminuer les dépenses, et faire en sorte de revaloriser le travail, rapprocher le salaire net du salaire brut, et lutter contre l'assistanat. Donc là, c'était les engagements sur lesquels on voulait que Sébastien Lecornu s'engage. Il l'avait fait par un courrier assez vague, ça nous avait suivi, mais après il y a eu cette trahison qui a été évoqué maintes et maintes fois lors des événements de la semaine dernière. Et puis, là, aujourd'hui, on a un gouvernement, mais ça quand même, dont personne ne parle, où on ne sait même pas la politique qui sera menée par ce gouvernement. C'est-à-dire que Sébastien Lecornu a été renommé, et on n'a aucune idée de la politique qu'il veut mener. Est-ce qu'il veut mener une politique migratoire plus ferme, plus laxiste? On n'en sait rien. Est-ce qu'il veut augmenter les impôts ou diminuer les dépenses? On ne sait pas. Est-ce qu'il veut valoriser le travail ou relancer l'appui à l'assistanat? On n'en sait rien. Il avait publié avant qu'il y ait la démission de son premier gouvernement, du moins qu'il présente sa démission, il avait envoyé une note aux médias où il présentait justement le cadre. C'était une lettre non exhaustive, une liste non exhaustive, mais il y avait évidemment la réduction des dépenses de l'État, il y avait la lutte contre l'insécurité, il y avait la question migratoire dans cette lettre que vous avez lue. C'est bien ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a absolument aucun engagement pour ce gouvernement. C'est-à-dire que depuis qu'il a été renommé,
Sébastien Lecornu. Vendredi soir à 22h, on est dimanche midi. Il a quand même été capable de donner des interviews, de faire passer des offres dans la presse, de faire fuiter des noms de ministres. Bon. Je pense qu'il est quand même assez capable. Est-ce qu'il y a des lignes rouges chez les Républicains ? Est-ce que, parce qu'on a bien compris qu'il y avait déjà des complications pour est-ce que oui ou non on doit intégrer ce gouvernement, mais est-ce que, parce que j'ai l'impression qu'il y a un tabou dans le tabou, c'est l'idée de la censure. Est-ce que vous êtes susceptible de censurer le gouvernement Lecornu si, par exemple, il suspend la réforme des retraites? Ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement Lecornu mène une politique qui est contraire à ce qu'on considère être l'intérêt politique de notre pays, eh bien, on votera soit contre, soit on votera des censures. S'il arrive une question de censure, ce sera aussi aux députés de choisir. Vous savez, les députés sont libres. L'article 27 de la Constitution dispose que tout mandat impératif est nul. Donc chaque député choisira de voter ou non la censure s'il doit arriver à la censure. Mais pardon, je vais quand même dire une chose, parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que si on fait de la géopolitique parlementaire, la position du Rassemblement national, qui a été de dire, et c'est un peu nouveau, de dire on censure tout ce qui bouge, quoi qu'il arrive, déporte obligatoirement les discussions et les deals qui peuvent être passés entre le Premier ministre vers la gauche et vers le PS. C'était déjà le cas. Sébastien Lecornu n'a jamais tendu la main au RN. On parle de taxe Zuckman et de réforme des retraites. Oui, mais avant même le changement de pied du RN. Non, mais c'est-à-dire quand même qu'aujourd'hui, on sait très bien que ceux qui vont faire danser et sauter le gouvernement à la corde, ce sera Olivier Faure, Boris Vallaud et l'ensemble du groupe socialiste. Et donc vous comprenez bien que dans ce cadre-là, on ne peut pas participer à un gouvernement qui, même s'ils ne sont pas à l'intérieur du gouvernement, ne doit sa survie qu'uniquement au Parti socialiste et à la réponse de ce même gouvernement aux vieilles lunes socialistes, l'augmentation des impôts, la taxe Zuckman, la baisse des moyens alloués pour lutter contre l'immigration, toutes les politiques qui ont été, que nous on a essayé de mettre en place, en particulier avec Bruno Retailleau à l'intérieur depuis un an, qui seraient mises en place, serait en fait l'inverse de ce qu'on voulait et de ce que Bruno Retailleau a mis en place. Donc c'était évidemment pas possible, et d'autant plus, je vous le rappelle, que quand on est dans un gouvernement, il y a une solidarité gouvernementale. Et que donc, à partir du moment où on est dans un gouvernement qui a une politique contraire à ce que nous, on a toujours défendu, c'est compliqué de dire on y va pour au final partir 3 heures après. On continue d'en parler dans un instant sur Europe 1. Elliott Deval et vous, 11h19 sur Europe 1. Elliott Deval et vous, c'est de 11h à 13h. Et il est question aujourd'hui encore de la seconde nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Quel gouvernement va-t-il former pour son deuxième essai? Et il en a parlé lors du grand rendez-vous avec son invité. C'est Pierre de Villeneuve qui vient de nous rejoindre à l'instant en studio. Bonjour Pierre de Villeneuve. Bonjour Elliott, bonjour à tous. Nicolas Dupont-Aignan était votre invité de 10h à 11h sur CNews et sur Europe 1. Que faut-il retenir de cet entretien du président fondateur de Debout la France? Beaucoup de choses ont été dites. Retenons le fait qu'on est au bout d'un cycle et que, alors qu'il était frileux jusqu'à présent à demander la destitution d'Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan maintenant demande la destitution au titre de l'article 68 de la Constitution, parce qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que même le RN n'est pas sur ce terrain-là de la destitution. Ils expliquent que la destitution, ça fragiliserait les institutions de la Ve République. En revanche, Emmanuel Macron a la possibilité de démissionner. Pourquoi, Jules Torres, dites-vous que c'est impossible? Il faut peut-être expliquer aux auditeurs ce que c'est la destitution. Si destitution il y a. La procédure de destitution, il y a 4 votes très importants. D'abord, il faut réunir 2/3 de chacune des chambres. C'est pas le total. Le premier vote, c'est donc 2/3 de l'Assemblée nationale, 2/3 du Sénat. L'Assemblée nationale, il y a très peu de chances que ça intervienne. Le Sénat, je n'en parle même pas. Et même si vous obtenez ces 2/3-là, il faut ensuite aller devant ce qu'on appelle la haute cour. Il y a la création de la haute cour, qui est une cour exceptionnelle pour une procédure de destitution et qui là aussi doit voter aux 2/3. Donc on voit mal quand même comment ça pourrait intervenir, le Sénat n'étant pas franchement aujourd'hui extrêmement révolutionnaire, même s'il conteste la politique qui est menée au sommet de l'État. Donc réclamer la destitution, on le voit bien avec ce que fait la France Insoumise, c'est mettre la pression le plus possible sur le président de la République, mais c'est aller beaucoup trop loin par rapport à ce que nos institutions justement le permettent. Et c'est pour ça aussi que la position du RN aujourd'hui est perçue par les Français comme plutôt raisonnable au vu de la situation du pays. Moi, je pense quand même que si le président de la République venait à s'entêter, à ne pas vouloir redissoudre, à conserver le pouvoir en nommant après le Cornu 2, le Cornu 3 et après Madame Michu 5 et Monsieur Durand 7. S'il refuse d'accéder à cette dissolution, je pense que la question de la destitution pourrait se poser même jusqu'au Rassemblement national. Moi, j'ai entendu des cadres sérieux du RN qui disaient s'il s'entête,
on réfléchira à poser cette destitution. Et bien sûr, Jules Torres a raison, elle a très peu de chances d'aboutir, mais l'idée est symbolique. C'est-à-dire que si vous aviez ne serait-ce que quasiment la majorité de l'Assemblée nationale qui voterait une destitution, vous enverrez un message extrêmement lourd en direction d'Emmanuel Macron. Donc je pense s'il s'entête, je pense pas, je pense qu'Emmanuel Macron finira par dissoudre, mais s'il s'entête, je pense qu'il y aurait une justification à poser cette destitution. Et on va se tourner justement vers notre invité Pierre-Henri Dumont, vous êtes secrétaire général adjoint Les Républicains, vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. C'est vrai qu'on se pose bien sûr la question du gouvernement, de Sébastien Lecornu, de cette crise au sein des Républicains et de ces tensions notamment hier. On reviendra là-dessus dans le détail. Mais au-dessus de la mêlée, il y a un homme qui cristallise les tensions, Emmanuel Macron. Est-ce que vous trouvez qu'il serait sain qu'Emmanuel Macron prenne ses responsabilités, désavouées pour l'instant par les Français, avec une minorité dans ses rangs, lâchée par ses plus proches? Est-ce qu'aujourd'hui, la fin pour Emmanuel Macron est inéluctable? Alors, est-ce que c'est la dissolution? Est-ce que c'est la démission? Est-ce que c'est la destitution? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas confondre tout. Il y a 3 sujets, dissolution, démission, destitution. Bien sûr. Destitution, moi, je n'y crois absolument pas. Déjà, techniquement, ce n'est pas possible. Il n'y a aujourd'hui personne à l'Assemblée nationale et au Sénat qui est capable de donner une majorité pour cela. Donc, c'est simplement de l'esbrouf politique visant à créer du chaos, et en particulier lancé par les Insoumis, parce que ce que les Insoumis veulent, c'est du chaos. D'autant plus que... Oui, mais là, on entendait logique... Nicolas Dupont-Aignan, c'est pas quelqu'un qui est... Nicolas Dupont-Aignan, c'est 0 député, 0 sénateur. Donc, non, mais j'entends, c'est un candidat à la présidentielle, il était député. S'il doit voter aujourd'hui une question de la destitution, c'est les parlementaires. Je me demande s'il n'a pas fait le même score que votre candidate à la présidentielle, donc il ne faut pas non plus insulter les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. C'est quelqu'un qui... Je n'insulte pas, je dis juste que la destitution est une question de mathématiques parlementaires. Et que la mathématique parlementaire, c'est l'addition de parlementaires, de députés d'un côté, de sénateurs de l'autre, et qu'aujourd'hui, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, il n'y a même pas une majorité pour passer l'étape qui n'a pas été évoquée, qui est l'étape du bureau des assemblées, donc c'est-à-dire de rentrer dans le débat d'une potentielle destitution à l'ordre du jour. Donc ce sujet n'existe pas. Après, la question qui est l'autre question... Mais pourquoi est-ce qu'il n'existe pas? C'est assez amusant. Vous dites, de toute façon, ça n'existe pas. Mais parce que c'est le respect des institutions. Parce que les équilibres politiques des 2 assemblées font qu'il n'y aura de toute façon aucun débat à l'Assemblée nationale et au Sénat sur une potentielle destitution. Qu'est-ce que vous appelez les équilibres politiques des 2 assemblées? Le nombre d'élus dans les assemblées aujourd'hui constituées à l'Assemblée et au Sénat. Est-ce que vous diriez que l'équilibre politique est plus important que la volonté des Français? Est-ce que vous entendez, Monsieur Dumont? J'entends, mais est-ce que vous entendez? Ce n'est pas un jugement de valeur. Non, mais est-ce que vous entendez que 90% des Français jugent les responsables politiques inefficaces? Je l'entends très bien. Je l'entends d'autant plus que je suis un élu de terrain, je suis élu dans ma commune. Donc là-dessus, ça n'empêche pas que vous continuez à aller à l'Assemblée, à faire votre travail parlementaire. Je vous dis juste que si on veut avancer, d'inertie, non, je dis juste que si on veut avancer, confortable, un peu comme de l'eau tiède. Non, en fait. Pas du tout. Si on veut avancer, il faut avancer sur des sujets qui sont réellement faisables, réellement possibles. Et la destitution, ce que je vous dis... Alors, avançons sur la destitution. Elle est prévue dans la Constitution. Bien sûr, mais avançons. Elle est rendue tellement compliquée que ça paraît improbable. Il y a des garde-fous. Pierre-Henri Dumont, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas un jugement de valeur. Vous dites que de toute façon, s'il vous plaît, dans la composition des assemblées, ça ne peut pas passer. Alors, la destitution, ça paraît compliqué. Donc, la démission. Il y a 61% des Français qui sont favorables à la démission d'Emmanuel Macron. La démission, moi, en tant que gaulliste, j'ai plutôt l'idée de se dire qu'un président doit démissionner parce qu'il a par exemple perdu un référendum, perdu une élection, et partir sur ça s'il doit partir. Il en a perdu 3 d'élections. Oui, mais après, chacun, c'est aussi au président qui est seul décisionnaire, comme pour la dissolution. Maintenant, la question qui est la question sous-jacente de tout cela, c'est on se retrouve dans une situation sans majorité, parce que je considère, je ne suis pas le seul, qu'en 2022, la campagne présidentielle a été galvaudée. Qu'il n'y a pas eu de vraie campagne présidentielle, parce que la guerre en Ukraine, parce que la fin du Covid, donc l'effet drapeau, et Emmanuel Macron, c'est, pardon de le dire, planqué durant la campagne, n'a mis aucun grand sujet. Les grands sujets n'ont pas été tranchés en 2022. Il y a eu des votes par défaut, il y a eu... Voilà. Bon. Et donc, la démission du président de la République, une fois plus constitutionnellement, s'il y a vacance de la présidence, en particulier par une démission, c'est 20 à 35 jours pour mener une élection présidentielle. Et je pense qu'on a besoin de purger énormément de sujets, par exemple la question de la réforme des retraites, qui revient de façon lancinante. Moi, je considère, je ne suis pas le seul au sein des Républicains, que le système est démographiquement mort.
et que donc le système de retraite, aujourd'hui, qui a été créé pour qu'être actif un retraité et le retraité mourir au bout de 5 ans, fait que les jeunes qui travaillent et les classes moyennes qui travaillent surcotisent sans avoir la certitude d'avoir une retraite derrière, avec des retraités qui ont des petites pensions qui sont largement inférieures en parité de pouvoir d'achat de ce qu'elles étaient pour leurs parents, et des jeunes qui aujourd'hui doivent attendre 40 ou 45 ans pour accéder à l'achat d'un logement. Donc il y a une question centrale. Il ne faut pas toucher à la réforme des retraites actuellement, il faut même un peu... Et il y a une question centrale qui est celle de, mais de la capitalisation qui doit être posée. Et simplement sur la démission, est-ce que vous seriez favorable? La démission, ça veut dire que ça ne peut pas être tranché en 20 jours après une démission du président de la République. Et la position d'Édouard Philippe qui consiste à dire de repousser et d'annoncer sa démission, de la programmer pour faire en sorte que finalement il y ait une période de campagne un petit peu... Ça peut parfaitement s'entendre. On risque simplement d'avoir un phénomène qui est connu aux États-Unis qu'on appelle le lame duck, le canard boiteux, qui est celui du président de la République qui, président des États-Unis, dans un deuxième mandat où il peut pas se représenter, se retrouve avec des midterms, donc des élections de mi-mandat où il a perdu la main et où il a 2 ans où il ne fait plus rien. Donc, et en plus dans un contexte international qui est un contexte international très compliqué où vous imaginez bien Vladimir Poutine, le président algérien qui retient Boualem Sansal dans ses geôles, face à un président de la République qui a déjà annoncé sa démission. Quel est le poids de la France quand on n'a plus de gouvernement et pas de majorité non plus à l'Assemblée? On va remercier Pierre de Villeneuve, on va aller voir les auditeurs dans un instant.